Voilà, l'idée de ce soir, c'était de mettre un peu en perspective, puisque voilà, c'est un trait humain d'être centré sur nous-mêmes, et puis au-delà de ça, d'être centré sur notre petite planète. Et donc l'idée de ce temps, c'était d'essayer de regarder au-delà, mais largement au-delà. Et donc, ce que je vous propose, c'est une petite balade dans le système solaire, et puis dans la galaxie, et puis peut-être plus loin dans l'univers si on a le temps. Avec un petit logiciel que je vais vous présenter et voilà, de permettre de susciter des questions, éventuellement de répondre à certaines, en tout cas dans la mesure de mes connaissances sur le sujet et puis l'état de la science actuelle, parce qu'évidemment, voilà, c'est une science très active et il y a des découvertes tous les jours ou presque. Voilà, donc c'est difficile de se tenir au courant de toutes les avancées, il y en a beaucoup. Voilà, alors je vais tâcher de vous partager mon écran. Voilà. Et ça va être parti. Et donc ce petit logiciel se trouve assez facilement sur Steam, qui est une plateforme de jeux vidéo. Il s'appelle Space Engine. Et donc moi, j'utilise ce logiciel notamment pour projeter sous un planétarium, donc un dôme de 4 mètres de diamètre, où on peut tenir à une dizaine. Quelques-uns ont testé une version comment dire, un prototype l'année dernière à 7. Et donc cette année, avec le Covid, de toute façon, je ne serais pas venu avec le planétarium. Et donc on aurait fait une projection plus classique. Donc finalement, on ne perd pas grand-chose, si ce n'est que je ne peux pas vous montrer Jupiter, Saturne et Mars au télescope après la séance. Voilà, mais Éteignez la lumière chez vous, c'est mieux. Voilà. ou si vous avez un grand écran, vous branchez l'ordinateur sur un grand écran, c'est joli aussi. Voilà, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ce logiciel n'est pas très cher, il vaut une vingtaine d'euros. Il marche sur des ordinateurs relativement puissants, mais certains d'entre vous en ont peut-être. Et voilà, n'hésitez pas à mettre ça entre toutes les mains que vous avez à la maison, tous les enfants qui souhaitent jouer avec, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ils vous montreront des choses dont vous n'avez même pas idée. Voilà, alors, comme d'habitude, on commence toujours autour de notre petite planète bleue. Et puis, on accélère un peu le temps pour la faire tourner. Alors, comme je ne pourrais pas regarder en parallèle les questions, je vais demander à Franck et à Caroline de ne pas hésiter à m'interrompre de temps en temps pour me lire vos questions. Et comme ça, je peux adapter un peu ce que je vous montre en fonction de vos interrogations. Voilà, donc là, une image assez classique. Hein. On voit la Terre tourner, la France est là. Et puis, si on va de l'autre côté, eh bien, on voit donc, bon, le Soleil, évidemment. Et puis, donc à la surface de la Terre, on va accentuer un petit peu la lumière. Et on voit donc la pollution lumineuse, donc la lumière qui est produite par l'ensemble des villes et des points lumineux sur la surface de la Terre. Donc ça permet en creux de voir où sont les océans, parfois des petites îles qui brillent. Et puis on se rend compte que l'humanité est quand même présente quasiment partout. Donc son empreinte est colossale, ne serait-ce qu'en termes lumineux, puisque cette lumière, elle n'est pas anodine, hein, elle file vers l'espace plutôt que vers le sol, hein, elle est inutile en filant dans l'atmosphère. Donc déjà, c'est un gâchis énergétique fantastique, même si c'est très beau. Et ça démontre aussi la présence humaine partout et son impact environnemental, et notamment sur les espèces nocturnes, en l'occurrence, puisque cette lumière va perturber toutes les espèces qui ont besoin d'obscurité pour se développer. Ça va perturber les végétaux, ça va perturber aussi les milieux marins en bord de mer. Voilà. Donc cette pollution lumineuse, elle permet aussi d'avoir une idée des populations, de la répartition des populations sur les continents. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Et puis alors si on se rapproche un petit peu et qu'on va un peu au nord, alors là on va être gêné par la lumière du soleil. Essayer de ne pas être ébloui par la lumière du soleil et de se rapprocher. Et là, vous voyez un phénomène alors qui est beaucoup accéléré, on peut ralentir un petit peu, que vous connaissez certainement. Et donc ces traînées vertes là qui bougent au cours du temps, qu'on appelle les aurores boréales, et donc qui sont dues
au vent solaire. Donc, on va parler tout à l'heure du vent solaire. On va aller se promener autour du Soleil pour voir un peu à quoi il ressemble et comment il fonctionne. Et donc, on aura l'occasion de reparler de ce vent solaire et de ces aurores boréales. Et alors, il y avait encore une dernière chose que je voulais vous montrer sur notre petite planète avant de poursuivre notre voyage. Si on va du côté de l'hémisphère nord, du pôle nord même, je suis où exactement là? On va la faire tourner parce que je ne sais plus où je suis. Ah oui, là c'est l'Afrique. Donc le pôle nord est ici. Oui, le Groenland est là. Donc là, on est au début de l'automne. Et donc, eh bien, on voit, on n'est pas loin de l'équinoxe. Et donc, l'ombre, la séparation donc, entre le jour et la nuit se fait à peu près au niveau du pôle. Et l'axe d'inclinaison de la Terre est faible, en tout cas n'a pas d'influence sur la durée du jour. Donc, on va accélérer le temps et puis on va se rapprocher de l'hiver et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on est maintenant le 21 novembre. Et donc, en novembre, quand on est du côté du pôle, on ne voit plus du tout le Groenland. On va peut-être juste avoir un petit bout du Groenland qui pointe le bout de son nez. Et donc, à partir d'une certaine latitude au nord, eh bien, le soleil ne se lève plus. Donc, on voit juste le bout du Groenland, hein, au nord du Groenland, qui est ici. Au nord du Groenland, le soleil ne se lève plus pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon la position où vous êtes, plus vous vous rapprochez du pôle. Et donc, si on va jusqu'au 24 décembre, donc qui est le 21 décembre, pardon, qui est le solstice d'hiver, eh bien, au moment du solstice d'hiver, je regarde la date attentivement, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on y est. Eh bien, à ce moment-là, nous avons la nuit la plus courte de l'année pour tout l'hémisphère nord. Et dans le cas du Groenland, eh bien, le soleil ne se lèvera plus du tout, à part peut-être sur l'extrême pointe du Groenland. Et puis, ce qui est donc cette ombre de la Terre vient jusqu'à une ligne imaginaire. Donc, on connaît souvent l'équateur et les tropiques, mais il y a aussi donc, le cercle polaire arctique. Et donc, la ligne de délimitation du cercle polaire arctique est délimitée par voilà, ce point nocturne, donc l'étendue de la nuit au moment du solstice d'hiver, donc le 21 décembre. Et en parallèle, donc si le même jour on va au pôle sud, eh bien on a le phénomène inverse. On voit que l'ensemble du continent antarctique est bien éclairé et que le soleil ne se couche quasiment nulle part sur ce continent antarctique, à part un petit bout là qui est en train de rentrer dans l'ombre, mais vraiment tout petit. Et puis ensuite, cette corne-là hein, qui touche quasiment l'Amérique du Sud. Et sinon, il fait jour en permanence au moment du solstice d'été pour l'hémisphère sud, donc qui est le solstice d'hiver en parallèle pour nous dans l'hémisphère nord. Et donc, ce phénomène-là, donc, qui est extrême au niveau des cercles polaires, hein, cercles polaires arctiques et antarctiques, eh bien, il se traduit évidemment sur tout le reste de la planète avec les saisons. Et donc, tout cela est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, que l'on voit tourner, hein, par rapport au plan de l'écliptique. Alors là, ça devient compliqué. C'est quoi le plan de l'écliptique? En fait, on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus par la suite. Et le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel c'est le plan sur lequel en fait circule l'ensemble des planètes. Alors on en reparlera par la suite parce que c'est un phénomène qui est l'existence même de ce plan de l'écliptique. On voit donc là en vert toutes les orbites des planètes majeures, les principales planètes du système solaire. Et donc, elles sont toutes dans le même plan à 2 ou 3 degrés près. Donc, c'est assez précis quand même. Et donc, ce plan est déterminé par en fait, l'origine du système solaire et de sa formation. Et donc, au moment où les gaz qui ont formé le Soleil et les planètes, l'ensemble du système solaire, se sont agglutinés, agglomérés,
Eh bien, au début, c'est un nuage informe. Au fur et à mesure qu'il se condense sous l'effet de la gravité, il va se mettre à tourner sur lui-même. Et en tournant, il va se mettre progressivement sous forme d'un disque. Et puis, à l'intérieur de ce disque, vont s'agglomérer et se condenser les planètes, entre autres, puisqu'il y a d'autres objets aussi qu'on ira voir. Et donc, c'est pour ça que ces principales planètes sont toutes dans le même plan, donc ce plan qu'on appelle l'écliptique. Et donc, la Terre, le plan de rotation de la Terre sur elle-même n'est pas perpendiculaire à l'écliptique. Il est incliné de 23 degrés, 5 à peu près. Et donc, c'est ce qui donne les saisons. Voilà, en très rapide. Et donc, si on s'éloigne encore un petit peu, voilà, on découvre la compagne de la Terre, et donc qui est la Lune. Donc, je vais accélérer un peu le temps, vous allez voir. Donc, il y a toujours la Terre qui tourne au centre, hein, je vais accélérer un peu le temps. Et puis la Lune, donc, qui boucle un tour autour de la Terre en 27 jours, 25 à peu près. Et puis en vert, donc, ce qui semble sortir de la Terre, en fait, c'est l'orbite du système Terre-Lune autour du Soleil. Donc on dit souvent l'orbite de la Terre autour du Soleil, mais en réalité, et c'est ça qu'on va voir, c'est bien l'orbite de la Terre et de la Lune. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, la Lune ne tourne pas autour du centre de la Terre. La Lune, elle possède une certaine masse, qui n'est pas négligeable. Elle est beaucoup plus légère que la Terre, mais elle possède quand même une certaine masse. Et donc, elle va exercer son attraction gravitationnelle aussi sur la Terre. Et donc, le centre de gravité de la Terre et de la Lune, eh bien, il est dans la Terre, mais il est légèrement sous la croûte terrestre. Il n'est pas du tout au centre de la Terre. Ce qui va avoir pour effet que la Lune tourne autour de ce point vert que l'on voit ici, et également que la Terre elle-même, le centre de la Terre, tourne également autour de ce centre de gravité commun. Donc vous voyez ici la Terre qui passe d'un côté de cette orbite et puis de l'autre. Et donc ce phénomène-là va également engendrer autre chose que l'on connaît bien, même si d'habitude on se réunit autour de la Méditerranée, où ce phénomène est assez faible, c'est le phénomène de marée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les masses d'eau vont avoir tendance non pas à suivre le centre de gravité terrestre uniquement, mais à suivre plutôt le centre de gravité Terre-Lune. Et donc, il va se former, en fait, on dit souvent un bourrelet, mais en fait, c'est deux bourrelets d'eau. Donc, un bourrelet du côté où se situe la Lune et un bourrelet de l'autre côté. Alors, ce n'est pas en réaction, c'est plus complexe que ça. Et donc, la Terre va tourner à l'intérieur de ces bourrelets d'eau. Ce qui fait qu'on va avoir des marées toutes les 6 heures qui vont, voilà, toutes les 6 heures, la marée est changeante. Et donc, c'est bien dû à l'attraction gravitationnelle de la Lune. Et c'est encore une fois un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a aussi l'attraction gravitationnelle du Soleil qui joue, et ce qui va donner notamment les amplitudes de marée, et donc les coefficients de marée. Et donc, quand vous êtes dans certaines configurations, vous avez des marées de mortes eaux, donc ça, c'est les faibles marées, et puis les marées de vives eaux qui sont des très grandes marées, parfois. Voilà. Donc ça, c'est dû à la composition, en fait, entre cette attraction de la Lune sur nos océans, mais également l'attraction du Soleil sur nos océans. Le Soleil qui est par là-bas, et qu'on va aller voir juste après. Avant ça, peut-être que vous avez des questions. Je ne sais pas si Franck ou Caroline, vous prenez les questions et vous pouvez... Non, oui, t'inquiète. Pour l'instant, tout le monde suit. Pour l'instant, tout le monde est focus. Vous n'êtes pas obligé d'écouter religieusement. Hein. Je n'ai pas l'habitude du cours magistral. Moi, j'aime bien qu'on m'interrompe et qu'on pose des questions. Donc, n'hésitez pas vraiment. Hein. C'est toujours plaisant de savoir où vous en êtes et quelles sont les réflexions qui vous animent. Donc, ce que je vous propose maintenant, si vous avez des questions sur la Terre et la Lune, on pourra y revenir, hein, ne vous inquiétez pas, c'est assez facile de se déplacer avec le logiciel. Je vous propose qu'on aille jeter un œil au Soleil pour voir, essayer de mieux comprendre comment il fonctionne, en tout cas le peu qu'on en sait, hein, puisqu'il y a encore énormément de choses à découvrir, y compris sur le Soleil. Hop.
Voilà, alors on va rester un petit peu loin au début. Donc vous voyez que le Soleil n'est pas du tout immobile. Déjà, autour de lui, il a ce qu'on appelle cette couronne solaire. Donc on voit lors des éclipses totales de Soleil, vous avez peut-être vu des images, des photographies d'éclipses totales. Voilà. Donc au moment d'une éclipse totale, la Lune couvre pour l'observateur le disque solaire dans son entier, si c'est une éclipse totale. Si c'est une éclipse annulaire, elle couvre le milieu et elle laisse qu'un petit bord autour. Et donc là, on a plus de mal, voire on ne voit pas la couronne solaire. Mais dans le cas d'une éclipse totale, donc vous voyez ces espèces de filaments autour du Soleil qui sont relativement immobiles. Ça peut bouger, mais une éclipse, c'est très très court. C'est la plus longue que j'ai vue, elle faisait 3 minutes. Donc voilà, ça va très très vite. Mais donc vous avez ces espèces de cheveux, de filaments autour du Soleil. Donc si on regarde en accéléré, donc là on n'est pas très accéléré, on est à 1 heure toutes les 2 secondes. Voilà, cette couronne change quand même relativement vite. Elle est dynamique. Et donc on va essayer de comprendre ce qui se passe au plus près du Soleil. Alors, je vais enlever les orbites pour arrêter de nous perturber. Voilà. Donc, si on s'approche, on voit tout un tas de choses, alors, notamment tous ces petits points noirs qu'on appelle des taches solaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler des taches solaires, parce qu'on les observe quand même depuis 250 ans. On les compte à la surface du Soleil, et ça nous permet une certaine connaissance de la météo du Soleil, notamment des cycles du Soleil. Donc, on va en parler juste après. Alors, déjà, allons voir un endroit qui n'est pas une tache solaire. Si on s'approche un peu, vous allez voir la structure à la surface du Soleil. Donc, on peut le voir dans un télescope, même de petite dimension. Voilà, si vous êtes curieux, vous viendrez observer chez moi en Bretagne. Je vous mettrai un filtre sur un télescope et puis vous pourrez voir cette granulation à la surface du Soleil. Et donc, on va baisser un peu la lumière, vous voyez mieux. Voilà. C'est assez intéressant, mais ça ressemble un peu aux pores de la peau. Donc on a des zones sombres donc, qui sont un peu plus froides et qui ont tendance à plonger, donc à s'éloigner de nous là, et à replonger un peu sous la surface du Soleil. Et puis on a les zones en jaune donc, qui sont plus chaudes et qui ont tendance à monter. Et bien sûr, tout ça est dynamique. Alors là, dans le logiciel, ce n'est pas représenté, comme pour la couronne. La couronne est bien dynamique dans le logiciel, mais en fait, la surface, elle aussi, est dynamique. Et donc, ces espèces de pores de la peau, là, cette surface en peau d'orange, eh bien, elle change, elle aussi, au cours du temps. Et maintenant, si je vais voir une tache solaire, alors, elles avaient l'air toutes petites tout à l'heure. En réalité, dans une tache solaire, vous pouvez faire tenir la Terre. Donc, c'est quand même relativement grand. Plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. La Terre fait 12 000 kilomètres de diamètre, donc vous voyez quand même une certaine dimension. Et puis, on voit qu'il y a bien la même structure au centre, qui ressemble à de la peau ou des écailles ou un agrume. Et puis, on a une zone de transition avec des filaments, et puis on a la surface régulière du Soleil. Qu'est-ce qui fait déjà que c'est plus sombre? Alors, en fait, ce qui fait que c'est plus sombre, c'est que c'est plus froid. Donc, la surface extérieure, la surface normale du Soleil, elle est autour de 6000, 6500 degrés, alors que la tache solaire, elle est plutôt entre 3000 et 3500 degrés. Donc, c'est quand même chaud, mais c'est moins chaud et donc moins lumineux. Et donc, par contraste, on voit ces zones-là plus sombres que les autres zones du Soleil. Et puis, on a cette zone de transition, en fait, qui ressemble assez étrangement d'ailleurs au filament de la couronne. Et ce n'est pas étonnant puisque c'est dû à un mécanisme qui est lié, qui est le champ magnétique du Soleil. Et donc ce champ magnétique, il va m'obliger à vous parler des cycles solaires, puisque donc, ces cycles solaires, on les a détectés grâce aux taches. Donc je vous dis, on les suit depuis plusieurs siècles. Et on a découvert donc, que le Soleil avait un cycle de 11 ans. Donc tous les 11 ans, le Soleil est dans un minimum d'activité. Et 5 ans et demi après, il est dans un maximum d'activité. Et on suit ça depuis plusieurs siècles, donc on sait que le Soleil a ce cycle de 11 ans qui revient régulièrement. Parfois, il est plus intense et il y a plus de taches solaires. Parfois, il est plus faible et il y a moins de taches solaires. Et donc, on a mis un peu de temps à comprendre, ça n'a pas été immédiat, d'où venaient ces taches solaires. Et donc, avec des découvertes sur le champ magnétique de la Terre, des autres planètes, etc., on a pu comprendre que ça venait du champ magnétique du Soleil. Il y avait une question, donc quelqu'un essayait de réagir? Non? Ok. C'était plus une remarque sur il n'y a pas de masses d'eau qui sont sujettes aux marées, mais je pense qu'on peut en parler après.
Oui, on peut discuter des marées, hein. J'ai donné une explication qui est assez rapide et on peut tout à fait passer un peu de temps à discuter des marées après la séance. Donc, non, c'est bon. Donc, les tâches solaires, je vous disais, donc ce cycle de 11 ans, en fait, on a souvent une représentation du champ magnétique de la Terre qui est assez classique, où on a des lignes de champ magnétique qui sortent du pôle nord du Soleil, qui font le tour du Soleil et qui rentrent par le pôle sud. Donc ça, pour la Terre, c'est un classique. Alors en fait, si on regarde aux grandes échelles, ce champ magnétique est lui aussi déformé. Mais partons de cette représentation simple où on a des lignes de champ magnétique qui sortent d'un pôle et qui font le tour de l'astre pour rentrer au pôle opposé. Et bien, dans le cas du Soleil, ça se produit une fois tous les 11 ans. Une fois tous les 11 ans, on a un champ magnétique solaire qui est bien régulier avec des lignes de champ qui sortent d'un pôle pour rentrer par l'autre et qui ne traversent pas le reste de la surface du Soleil. Mais ensuite, ça se complique parce que le Soleil, lui, alors évidemment, il tourne sur lui-même, hein, comme tous les objets de l'univers, absolument tous. Ça, je pourrais vous expliquer pourquoi aussi. C'est intéressant. Eh bien, ce qui est particulier dans le cas du Soleil par rapport à la Terre, par exemple, c'est qu'il ne tourne pas à la même vitesse à chaque latitude. C'est-à-dire qu'il va tourner plus vite à l'équateur qu'au pôle. Et donc, si on voulait représenter ça en maquette, en fait, il faudrait faire des tranches de Soleil et puis les assembler sur un axe, son axe de rotation, et puis on ferait tourner les tranches à différentes vitesses. Et alors, en fait, en faisant ça, le Soleil, donc en tournant de manière différentielle en fonction de la latitude, eh bien, son champ magnétique, au lieu de rester bien régulier, il va s'entortiller sur lui-même de manière très chaotique. Et au bout d'un moment, chacune des lignes de champ va ressortir de la surface du Soleil à différents endroits. Et en faisant ça, ça va isoler. Donc c'est cette zone de transition qu'on voyait sur la tâche, hein, en s'approchant de la tâche. Eh bien, en fait, la ligne de champ magnétique va avoir un effet en fait, d'isoler thermiquement le centre de la tâche. Et donc, ce centre de la tâche va refroidir. Il va aussi plonger sous la surface normale du Soleil. Et puis ensuite, cette ligne de champ, elle va continuer à se déplacer. Et donc, le phénomène va faire que la tâche va se déformer, se déplacer. Parfois, elle se regroupe, elle fusionne en plus grandes tâches, etc. Et donc, c'est assez joli à regarder. On peut observer ça hein, depuis le sol, depuis des télescopes amateurs. On peut observer les taches solaires. Alors, pour l'instant, le Soleil est toujours dans une phase qui est relativement faible. Il vient à peine de redémarrer son cycle, et son cycle est faible. Mais on a quand même une ou deux taches solaires qu'on peut observer chaque semaine. Ce n'est pas encore absolument fantastique, mais d'ici 2 ou 3 ans, on peut avoir un joli spectacle à la surface du Soleil. Voilà, là, la configuration qu'on voit ici, c'est une configuration qu'on pourra voir dans 1 an ou 2 quand le Soleil aura vraiment beaucoup de tâches. Pour l'instant, on en a juste 1 ou 2 à la surface, et c'est vrai que, à part les amateurs comme moi, ce n'est pas hyper impressionnant. Voilà pour... Aurel? Oui. On a de nouveau une question sur les marées. Ok, donc, on peut y revenir, oui. Ouais, alors donc, il n'y a pas que les masses d'eau qui sont sujettes aux marées, c'est un phénomène général à tous les corps célestes. Les croûtes continentales subissent également les effets des marées. Et une question de Bernard, pouvez-vous réexpliquer pourquoi les marées ont une fréquence de 6 heures? Alors, sur le premier, effectivement, tout à fait, les marées fonctionnent sur tous les corps célestes. Donc, on pourra parler de marées, notamment quand on ira voir Jupiter et Saturne, et surtout sur Saturne. Les continents sont aussi sujets aux marées. Et donc, il n'y a pas que le bourrelet d'eau dont je parlais, il y a aussi un bourrelet continental donc qui surélève les continents d'une dizaine de centimètres. Donc, ce n'est pas énorme, mais il y a quand même un mouvement dû à l'attraction de la Lune sur nos continents. Et donc, voilà, il y a l'ensemble des corps célestes sont sujets au phénomène de marée à partir du moment où il y a une suffisamment grande masse en jeu. Donc, voilà, mais on en reparlera avec les géantes gazeuses.
Et la deuxième question, c'était sur le cycle de 6 heures. Alors, c'est là où ça devient compliqué pour moi parce que les marées sont quand même un phénomène assez compliqué. Donc, je vous montrais. Là, je vous avoue que je suis à la limite parce que les marées, c'est pas ma spécialité. Ce que je sais, sans vouloir dire de bêtises, hein, donc c'est qu'il va se former un bourrelet d'eau du côté où se situe le point vert ici, donc qui est le centre de gravité Terre-Lune, et que de ce que j'ai appris, en fait, ça ne forme pas seulement un bourrelet ici, mais ça forme un bourrelet à l'opposé, et qu'ensuite on a également les bourrelets d'eau dus au Soleil, mais je suis pas sûr. Enfin voilà, c'est pas ça qu'il faut retenir. Et donc, au lieu d'avoir, si on n'avait qu'un seul bourrelet d'eau du côté de la Lune, on n'aurait qu'une seule marée par jour, en fait. On aurait un point haut et un point bas. Et en fait, comme on a deux bourrelets, ben, on a 2 points hauts et 2 points bas par jour. Voilà. Mais voilà, je vous avoue que j'ai pas beaucoup plus sous le pied sur les marées terrestres. Et je sais que, voilà, notamment, je ne saurais pas vous expliquer exactement de quelle manière ça se compose avec les marées solaires. Et d'ailleurs, je n'ai même pas le point de repère avec la gravité du Soleil sur le logiciel ici. Mais ce serait intéressant de creuser et de mieux approfondir ce côté-là. Aurélien, il y a deux questions. Il y en a une notamment sur les anciennes traces de glaciers sur Mars. Oui. On peut aller voir Mars. On va faire un vote pour savoir quelle est la planète suivante. Voilà. Et l'autre, alors l'autre qui peut être, si elle est plus près, voilà, mais on a entendu parler du fait qu'il y avait potentiellement la découverte de traces de vie sur une planète. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Je crois que c'est une découverte qui a été faite. On a découvert de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Voilà. Mais oui, on peut en parler. Après, on a cru voir de la vie à de nombreuses reprises sur des météorites, sur Mars. Voilà. Maintenant, c'est sur Vénus. Mais voilà, bon, on pourra en parler quand même brièvement. Il y avait une question sur les glaciers de Mars, c'est ça, hein Oui. Bon, on peut aller les voir, hein, en fait. Sur le fait qu'il y a de l'eau ou qu'il y avait de l'eau. Enfin bref, c'est ça la question. Je suppose que c'est ça la question sous-jacente, le truc intéressant. Oui, alors je vais répondre sur Vénus en montrant quand même Vénus. On va faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, on a une sonde actuellement en orbite autour de Vénus. Je me demande si ce n'est pas une sonde chinoise d'ailleurs. Et ils ont découvert une molécule qui s'appelle la phosphine, mais je ne suis pas biologiste, malheureusement. Et apparemment, la phosphine pourrait être un marqueur de la vie. Alors, ils ont découvert cette molécule dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère notamment. Parce qu'en fait, Vénus, elle est toute mignonne comme ça, elle est nuageuse. Alors, si on lui enlève ses nuages, déjà, on peut la faire tourner. Hein. Hop, voilà. Donc, voilà les Vénus qui est en rotation. Donc là, on voit surtout ces nuages tourner. Parce que si j'enlève ces nuages, vous la voyez tourner dans un sens, soyez bien attentifs, je vais enlever les nuages. Voilà. Et la planète tourne dans le sens opposé à ces nuages et très lentement. Et alors, pire que ça, en fait, à la surface de Vénus, il fait plus de 400 degrés. Et la pression atmosphérique à la surface est de plusieurs dizaines de bars, voire centaines de bars, il me semble. Il y a la même pression qu'à plusieurs milliers de mètres sous l'océan, pour comparer avec quelque chose qu'on connaît sur Terre. Alors qu'il n'y a pas d'eau, hein, c'est vraiment juste les masses nuageuses au-dessus qui font pression au niveau du sol. Donc, la sonde qui a survécu le plus longtemps à la surface de Vénus, c'est une sonde russe, c'est Venera 4, il me semble. Et Venera 4, dans les années 70-80, elle a survécu 20 minutes à la surface. Et elle pesait plusieurs tonnes, elle était ultra blindée, etc. Mais voilà, 400 degrés plus une pression atmosphérique colossale, la sonde a survécu très peu de temps à la surface. Donc, voilà, Vénus est totalement inhabitable et inhospitalière pour la vie humaine telle qu'on la connaît. Hein. Voilà, ça c'est important de le dire quand même. Maintenant, la vie telle qu'on la connaît, elle est extrêmement diversifiée. Elle a été capable de se développer au fond des océans, autour des fumeurs noirs.
dans des zones très acides ou très chaudes ou avec beaucoup de pression. Voilà, la vie est relativement incroyable et elle s'adapte à énormément de situations. Et donc, pourquoi pas, il pourrait y avoir des formes de vie ou en tout cas des briques élémentaires de la vie dans l'atmosphère de Vénus. Et en tout cas, ça vaut le coup d'aller chercher et d'aller voir. Enfin, c'est ce qui pousse en fait à la conquête spatiale de manière voilà, de manière puissante. C'est qu'on a envie de savoir si on n'est pas tout seul, on a envie de savoir si la vie peut se développer partout ou si la vie sur Terre est une exception et qu'on a juste une chance absolument incroyable, mais que cette chance-là n'existe pas ailleurs. Donc ça, c'est une question relativement fondamentale et qui pousse énormément de chercheurs et de crédits de recherche. Et quelque part, tant mieux. Hein. Mais voilà, c'est encore une fois un peu le côté anthropocentrique qui parle, quoi. On ne fait pas de la recherche pour la recherche, on fait de la recherche pour trouver de la vie, pour se trouver nous-mêmes d'une certaine manière, pour avoir la confirmation qu'on est exceptionnel ou l'infirmation, la confirmation qu'on est complètement banaux au milieu de l'univers. Voilà, c'est... Ce qui rejoint juste, je me permets, avant qu'on aille sur Mars, qui rejoint une question de Philippe sur le chat, qui est: l'astrophysique ne permet-elle pas au système prédateur de dire qu'il est capable d'expliquer l'univers, donc que nous avons à lui obéir, à ne pas vouloir adosser nos valeurs à l'infini? Alors, attends, elle est un peu longue la question. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre, ce n'est pas une question, c'est un positionnement philosophique. Et non, ce qui est sûr, c'est que la science sert parfois à justifier l'injustifiable en disant que la science l'a prouvé. Enfin, voilà, on peut en faire un débat politique. L'idée, c'est que la science, c'est une démarche et une méthodologie et qu'elle n'est pas censée avoir d'idéologie, elle n'est pas censée être politisée. Et heureusement ou malheureusement, la question est plus complexe que ça parce que évidemment la science est politisée et que évidemment attribuer des crédits de recherche à telle ou telle chose, c'est pas du tout anodin politiquement. Voilà, on parlait d'éducation juste avant, donc la recherche en sciences de l'éducation, c'est quelque chose d'éminemment politique, par exemple. Mais même en sciences dures, quand on décide d'attribuer des crédits de recherche à telle ou telle théorie, à tel ou tel instrument, eh bien, on fait des choix et dans des choix, il y a de la politique, que ce soit au niveau entre guillemets terre à terre, de choisir plutôt tel projet que tel autre parce que c'est des copains, ou des choses géopolitiques ou géostratégiques, de dire on fait tel projet ou tel autre parce qu'on va réussir à agréger différents pays qui vont suivre un même projet de recherche. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur la science et la politique. Et il y a d'ailleurs, je crois, des conférences qui ont eu lieu avec une asso qui s'appelle Sciences Citoyennes, que vous devez connaître pour pas mal d'entre vous. Voilà, et donc qui s'intéresse notamment à ces questions de politique et de science. Mais tout à fait prêt à en discuter avec plaisir par ailleurs. Mais là, j'ai pas de chapelle et ça sort un peu de la séquence que je vous propose. Du coup, on va voir Mars, parce qu'il y avait une question sur les calottes polaires de Mars. Exactement. Il me semble. Elon Musk. Voir Mars. J'ai entendu Elon Musk dans un coin. Ouais. C'est ça. Oui, en fait, au-delà de on a discuté, je me permets juste, pardon, de reprendre la parole, mais ça me fait penser avec Laurence, on avait auditionné le directeur de l'association Transhumanisme de France. Ah, sympa. Qui est un gars, ouais, mais par ailleurs, super intéressant. Le mec, il dit, voilà, je suis de gauche et je vous explique pourquoi. Et donc, non, mais vraiment, et le mec est habité par ça, et c'est vraiment quelque chose de... c'est son raisonnement, avec lequel on est absolument en désaccord, est absolument fascinant. Et lui, il explique pourquoi est-ce qu'il est contre les transhumanistes américains jusqu'au boutistes qui veulent transformer l'homme pour, etc., l'augmenter, voilà. Par contre, ils sont tous évidemment sur la recherche de la mort, et donc forcément, le débouché politique à cela, c'est la colonisation d'autres planètes. Et ils sont très très sérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas des illuminés, mais ce que je veux dire, on parle à des gens qui sont très très sérieux et qui sont de plus en plus nombreux. Donc on n'est pas en train de parler
à des gens complètement dingues. Oui, on en connaît des gens complètement dingues. Non, là, on est face à des gens structurés, des scientifiques, des gens qui réfléchissent, etc. Ouais, Et enfin, il donc, n'y a pas besoin d'aller jusqu'au transhumaniste, hein. Tu parles à n'importe quel économiste classique qui ne veut pas voilà. admettre les limites de la croissance. On est dans le même débat. Juste, il devient beaucoup plus aigu quand tu as des gens qui cherchent clairement à mettre fin à la mortalité, à la finitude de la vie humaine. Donc forcément, eux, ils envisagent les conséquences de ce truc-là. Et le seul moyen d'échapper aux conséquences dramatiques de ce truc-là, c'est effectivement d'aller coloniser d'autres planètes. Et donc là, je vous ai donné la limite de ce qu'est une colonisation pour Vénus, hein, à savoir que c'est absolument pas à l'ordre du jour. Ce serait extrêmement compliqué, extrêmement inhospitalier. Il y a quand même des projets, des études d'ingénierie pour faire des cités flottantes, par exemple, dans les nuages de Vénus, puisque les seules conditions, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, favorables, seraient à très haute altitude, avec des cités flottantes dans les nuages de Vénus. Donc largement au-dessus de la surface, à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Pour Mars, on est dans le phénomène inverse. Donc Vénus, en gros, c'est une expérience qui a mal tourné parce que Vénus ressemblait beaucoup à la Terre dans sa jeunesse et elle aurait pu tourner un peu comme la Terre. Seulement, elle était un peu trop près du Soleil et il y a eu un peu trop d'effet de serre. Donc voilà, 400 degrés à la surface, c'est ce que je peux appeler un peu trop d'effet de serre. Donc voilà, nous, on est encore gentil avec notre CO2 dans l'atmosphère, mais voilà, un emballement de l'effet de serre, ça donne Vénus, 400 degrés à la surface. Il y a le phénomène inverse avec Mars. Donc Mars est plus petite que la Terre et elle est plus loin du Soleil que la Terre. Et donc pour Mars, à l'heure actuelle, on a une planète qui a une atmosphère extrêmement fine, qui est moins d'un centième de celle de la Terre. Donc on a la même pression atmosphérique au sol que chez nous à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et donc, voilà, vous ne pouvez pas, en termes de pression atmosphérique, survivre sans un scaphandre quand vous êtes à la surface de la planète. Et l'absence finalement d'atmosphère, en tout cas cette atmosphère extrêmement faible, fait que vous êtes sujet au rayonnement cosmique extrêmement violemment. C'est-à-dire que si on envoie des astronautes sur Mars, 6 mois de mission à la surface leur assure un cancer généralisé dans les 3 ans qui suivent. Et donc, il faut trouver des moyens de pallier à ça. Donc, il faut que leur base soit extrêmement blindée. Donc, ça alourdirait la chose. Ou alors, il faut trouver des techniques pour les protéger du rayonnement solaire avec des choses qui seraient moins lourdes que le plomb, parce qu'envoyer du plomb sur Mars, ça va être un peu onéreux, enfin, c'est un euphémisme, et sur place, essayer d'en trouver, ça va être aussi extrêmement onéreux, hein. On n'est pas encore prêt à faire des mines à la surface de la planète. Et donc, la seule solution de survivre à long terme sur Mars, c'est de s'enterrer. Un peu comme sur la Lune, d'ailleurs. Et donc, il faut trouver d'immenses cavernes. On sait qu'il y en a, qu'il y a d'immenses coulées de lave, des grands gouffres. On en a photographié depuis l'espace. Et donc, l'idée, ce serait de trouver une caverne suffisamment grande pour faire une base sous la surface. Et c'est le seul moyen de survivre à moyen terme sur Mars et donc de ne pas mourir de cancer généralisé en quelques années pour les colons, si on veut coloniser, hein. Voilà. Mais vous n'avez toujours pas résolu la question de l'eau, d'où la question peut-être tout à l'heure de je ne sais plus qui, Philippe, tu disais, non, je crois, qui parlait donc des calottes polaires et de la possibilité d'un océan sur Mars. Donc ça, c'est une des annonces récentes. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un petit... Oui, c'était Pierre. C'était Pierre. Et donc, une des dernières annonces donc de je ne sais plus quelle équipe, parce que je lis pas mal d'articles, mais je ne mémorise pas forcément tous les détails. Et donc, c'était qu'il y avait potentiellement un lac liquide sous une des calottes martiennes. Donc, je ne sais plus si c'est la calotte nord ou la calotte sud, puisqu'il y en a 2. Alors, pareil, il y a des saisons sur Mars, donc là, on ne voit pas la calotte de l'autre côté. Question Par de contre, Serge, quelle température sur Mars? alors, entre moins 60 et 15 degrés. Le plus chaud, c'est 15 degrés. Donc, la moyenne est plutôt aux alentours de moins 15 degrés. Mais en même temps, la température, c'est quelque chose de lié à la pression et à la transmission de chaleur.
Et donc, la notion de température, quand vous êtes en basse pression, c'est quelque chose d'un peu différent. Parce que voilà, les phénomènes de conduction de chaleur ne sont pas les mêmes quand vous avez justement moins de molécules pour capter cette chaleur et la retransmettre, ou l'évacuer ou autre. Mais donc voilà, il y a une température qui est pas trop éloignée de celle qu'on connaît. Donc par rapport à Vénus, c'est déjà un avantage. Et il y a une pression, finalement, c'est beaucoup moins difficile de concevoir des scaphandres et une base permanente sur une pression qui est faible que sur une pression qui est extrêmement forte comme sur Vénus. Voilà, Vénus, c'est impossible de s'établir à la surface et ça ne le sera pas avant des siècles, voire des millénaires pour les technologies de l'humanité en l'état actuellement. C'est difficile de prévoir l'évolution des technologies à plusieurs siècles, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus facile d'établir une base sur Mars que sur Vénus, à la surface. Mais pour autant, vous ne réglez pas beaucoup de problèmes. Notamment, vous ne réglez pas l'accès à l'eau. Donc, si vous trouvez des lacs, effectivement, que vous pouvez pomper cette eau, mais ensuite, il faut quand même savoir où est le lac, précisément. Ça peut se faire avec des sondes et des missions robotisées. Mais ensuite, il va falloir faire un forage pour aller atteindre cette eau. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait un forage sur Terre, mais c'est quand même un gros chantier, un forage sur Terre. Donc, un forage sur une autre planète avec du matériel qui a dû voyager plusieurs milliards de kilomètres et qui a dû être pensé pour être extrêmement léger parce que c'est extrêmement cher d'envoyer le moindre kilo de matériel dans l'espace. La petite mission pour juste avoir de l'eau, elle va coûter un peu cher. Voilà. Donc, on n'est quand même pas prêt de coloniser Mars. Enfin, faut se rassurer. Envoyer les hommes sur Mars, on est capable de le faire. Les ramener en vie, bon, on peut y arriver. C'est dangereux, hein, mais on peut y arriver. Établir une colonie permanente, c'est déjà moins quelque chose qui puisse réellement arriver, mais c'est faisable encore. Par contre, avoir une colonie permanente sur plusieurs siècles qui colonise réellement la planète, on en est extrêmement loin, parce que faut trouver de l'eau, faut arriver à cultiver le sol, faut arriver à extraire des matériaux, etc. Enfin, recréer tout un système pour une base permanente, c'est compliqué. Donc sinon, on a une base permanente d'une dizaine de personnes qui est entretenue à 100% depuis la Terre, et donc qui reçoit des cargos de tout leur matériel depuis la Terre. Ça, éventuellement, c'est faisable. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça, c'est une autre question, hein. En tout cas, ça ne va pas permettre de loger les dizaines de millions de personnes que nos charmants transhumanistes, les centaines de milliards de personnes que nos charmants transhumanistes veulent garder en vie. Voilà. Alors, il y a tout un tas de questions. Alors, il y en a une du plus jeune de nos adhérents utopiens. Yanis, pourquoi est-ce que l'atmosphère de Mars est comme telle et pourquoi cela change selon les planètes? Ça, c'est une bonne question. Alors oui, je n'ai pas fini mon explication sur l'atmosphère de Mars. En fait, donc, on a vu que Vénus, ça avait mal tourné et que ça s'était emballé dans une atmosphère trop épaisse, trop dense. Eh bien, Mars, c'est à l'inverse. Donc, Mars est un peu plus petite que la Terre. Donc, il y a déjà un premier phénomène, c'est qu'il y a moins de gravité pour retenir l'atmosphère. À ça s'ajoute un deuxième phénomène qui est que Mars étant plus petite, elle a refroidi plus vite que n'a pu refroidir la Terre. Et donc, sa tectonique des plaques est arrêtée. Il n'y a pu en avoir une, mais elle s'est arrêtée. Et donc, il n'y a plus de volcanisme actif qui pourrait enrichir l'atmosphère en un certain nombre de composés. Voilà. Et puis, du coup, comme elle n'a plus un noyau actif, eh bien, son champ magnétique a disparu. Et donc, son champ magnétique, on sait que dans le cas de la Terre, le champ magnétique terrestre nous protège d'énormément de choses, notamment des éruptions solaires et puis des rayonnements cosmiques. Et donc, sans cette atmosphère et ce champ magnétique, eh bien, l'atmosphère est rapidement soufflée aussi par le vent solaire. Et on dit qu'elle s'évapore dans l'espace, donc elle est plus difficilement préservée autour de la planète. Donc voilà, donc Mars a souffert de ces trois phénomènes-là qui font qu'elle a perdu progressivement son atmosphère et donc elle a une atmosphère extrêmement faible aujourd'hui. Je crois que j'ai répondu à cette question. Vas-y, si tu en as une autre sur Mars.
Alors, il y en a à laquelle tu as répondu indirectement, c'était peut-on faire de la géothermie? Donc, ça, c'est David sur Mars. Le cœur est-il chaud? Donc, tu as répondu. Et sinon, donc, bah, là, voilà, c'était après, il a un peu blagué sur les humains vont émettre des gaz à effet de serre sur Mars, et donc, du coup, ça va créer des conditions de vie meilleures. Mais pour qu'ils émettent des gaz à effet de serre, il faut de l'ingénierie, il faut arriver à forer ou il faut arriver à faire vivre des vaches qui pètent. Et ça, on n'est pas prêt d'y arriver. Donc ça va être compliqué avant d'arriver à émettre du CO2 sur Mars, je veux dire. Mais on peut aussi l'importer depuis la Terre. Mais bon, ça va être extrêmement cher, toute cette histoire. Je doute voilà, que ce soit rentable, même si j'ai beaucoup d'estime pour Elon Musk et sa capacité à rendre les choses rentables. Je doute qu'il puisse y arriver. Alors depuis tout à l'heure, je vous balade quand même au-dessus du plus grand canyon du système solaire, hein, qui s'appelle Valles Marineris, et donc qui est plusieurs dizaines, voire centaines de fois plus grand que le plus grand canyon terrestre, qui est le Grand Canyon aux États-Unis, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est creusé par le fleuve Colorado. Et bien là, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars maintenant, hein, on a réussi à le prouver à une époque. Eh bien, l'eau sur Mars a pu notamment creuser ce canyon gigantesque. Voilà. Et alors, je voulais vous montrer aussi quand même, parce que Mars a quand même le plus grand canyon du système solaire, mais Mars a aussi le plus grand volcan du système solaire. Alors là, il y a quelques volcans, on les voit, hein. Les contrastes ne sont pas extraordinaires, mais si j'abaisse un peu la luminosité, là, il y a un volcan ici, il y en a un autre ici, encore un autre ici. Voilà. Mais là, il y a un champion. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Alors, il y a un petit peu des nuages. Il y a quand même des nuages sur Mars. On va les enlever. Voilà, on a enlevé les nuages. Et donc, les volcans sur Mars, ils sont assez impressionnants. Donc, c'est Olympus Mons, il me semble, hein, si je ne me trompe pas de volcan. Et donc, Olympus Mons, il fait 20 km d'altitude. Donc, sachant que les plus hautes montagnes sur Terre, c'est l'Everest et c'est en 11 km, 11 000 mètres. Donc là, on double la hauteur par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. Par contre, c'est assez facile à escalader parce qu'en fait, la pente est très très douce. Le volcan est très très large. Et donc, vous pourriez tout à fait le grimper. La pente, elle est à moins de 5%. Donc, ça se grimpe assez facilement. Bon, si jamais un jour, on envoie des humains dessus. Voilà. Mais donc, ces volcans-là sont inactifs depuis un sacré bout de temps maintenant. Vas-y, Franck, tu avais encore une question en attente sur Mars? Non, non, sur Mars, c'est bon. Sur Mars, c'est bon. On peut aller Alors, on va peut-être reparler un poil. Moi, je suis pas l'heure ni rien, hein, parce que vous n'êtes pas prêts de vous coucher avec moi. Je suis assez inarrêtable au bout d'un moment. Si, une petite dernière question sur Mars. Vas-y. De quoi sont faits les nuages de Mars et est-ce que ces nuages ont des composants différents selon les planètes? Alors oui, je ne vous ai pas dit de quoi était composée l'atmosphère de Mars. Donc l'atmosphère de Mars, c'est principalement du CO2. Hein, mais voilà, c'est quand même pas suffisant pour que l'effet de serre ait gagné. Hein, il fait quand même assez froid. Et donc vous voyez là les nuages. Donc il y a de la condensation qui se fait. On a aussi de la neige puisqu'on voit qu'il y a de la glace au niveau du pôle. Hein. Par contre, c'est de la glace essentiellement de carbone. C'est de la neige carbonique. C'est de la glace de CO2 en fait. Et donc, dans l'atmosphère, vous avez des précipitations et de la condensation. Il y a extrêmement peu de vapeur d'eau. En fait, il n'y a quasiment pas d'eau et il y a très, très peu d'oxygène. Il n'y a que des traces. On est en dessous de 0,2%, je crois. Voilà. Et donc, l'atmosphère de Mars est pas respirable, en plus d'être extrêmement faible. Et donc, c'est des nuages de CO2, en fait. Voilà. A priori, il faudrait que je regarde plus attentivement la composition de l'atmosphère et s'il y a des études, je suis quasiment sûr qu'il y a des études météorologiques sur Mars, mais j'avoue que c'est rarement ce qui est mis le plus en avant. Alors, je vais quand même changer de saison en accélérant un peu le temps pour que vous voyez l'autre calotte polaire. Voilà. Donc, qui est beaucoup moins importante, hein, mais qui existe quand même. Voilà. Donc, il y a une calotte nord, une calotte sud, et il y a des saisons sur Mars. Et puis, il y a aussi deux petits satellites. Hein. Depuis tout à l'heure, on voyait des objets tourner autour. Je vais mettre les orbites. Hop. Donc, il y a Phobos et Deimos.
donc Mars, dieu de la guerre, et Phobos et Démos, donc c'est la peur et la terreur. Voilà, et en fait, c'est des petits astéroïdes. Est-ce qu'on va pouvoir aller les voir? Phobos, oui. On va lui dire. Non, pas atterrir sur l'objet. Aller à l'objet, ça c'est bien. Voilà. Donc c'est des astéroïdes, et on va pouvoir parler un petit peu d'astéroïdes et du coup de la formation du système solaire. Et donc, ils ont une forme irrégulière, contrairement voilà, à des objets plus gros, en fait. Ils sont suffisamment petits, petits et peu massifs pour ne pas être devenus ronds. En fait, il faut atteindre une certaine taille et une certaine masse pour prendre une forme sphérique que tous les objets, à partir d'une certaine taille, prennent, évidemment. Si j'enlève un petit peu les orbites pour qu'on tourne autour, voilà. Ah, on est passé dans l'ombre de Mars. C'est pour ça qu'il est disparu. Voilà, il est réapparu. C'était une éclipse sur Phobos. Voilà. Et donc Deimos, c'est pareil, c'est un petit astéroïde hein, qui a été capturé par Mars, donc qui n'est pas beaucoup plus gros. Voilà, si j'y vais, vous voyez la différence. Bah alors, on est dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, on le voit pas, il y a peut-être un bug. C'est la première fois que je le regarde. Bon, c'est pas grave. Et donc, on va aller voir une planète suivante. Ah non, je vous disais, oui, on va parler de formation du système solaire. En fait, on va regarder, on va se recentrer sur le Soleil, et on va regarder le système solaire un peu autrement. Voilà. Tac. Ah, mais il y a un bug, en fait. Il ne me donne plus les surfaces des objets. Là. Je ne sais pas pourquoi. On va voir si c'est gênant, sinon je redémarrerai le logiciel. Ça peut arriver des petits bugs. Et donc si je vous mets les orbites, voilà. Donc là, on va regarder le système solaire dans son entier. Et donc on a en vert ce qu'on appelle les planètes majeures. On verra pour les mineurs ensuite. Et donc sur les planètes majeures, vous avez Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc, qui sont des planètes dites telluriques, c'est-à-dire qu'elles ont une surface solide. Elles ont un sol que vous pouvez atteindre. Elles ont parfois une atmosphère, donc comme Vénus, la Terre et Mars, ou parfois pas d'atmosphère comme Mercure, qui est extrêmement près du Soleil et donc qui s'est fait souffler son atmosphère si elle avait eu les moyens d'en avoir une. Et puis ensuite, quand on s'éloigne encore, donc on a les planètes gazeuses, les géantes gazeuses, donc Jupiter qui est la plus grosse planète du système solaire, Saturne qui est la plus belle avec ses anneaux, et ensuite on a Uranus et Neptune. Et donc Uranus et Neptune sont extrêmement loin du Soleil et on appelle ça des géantes de glace. Voilà. Donc je réponds à Caroline, oui, 23h30, ça me va bien. De toute façon, c'est vous qui m'arrêterez. Hein. Ah oui, il va falloir que j'accélère, il est 23h07. Et donc, je voulais quand même vous montrer ce système solaire dans son entier. Et donc, après, vous avez des planètes mineures. Là, le bleu-vert, ce sont des planètes mineures. Et donc, notamment la plus célèbre d'entre elles, Pluton, qu'on a déclassé malgré les réticences américaines, puisque c'était la seule planète découverte par un Américain. Et donc, les Américains ne voulaient surtout pas qu'on la déclasse. Mais si on gardait Pluton, en fait, au bout de quelques années, on aurait dû avoir des centaines de planètes dans le système solaire, puisqu'en fait, des planètes quasi comme Pluton, voire qui méritaient mieux le titre de planète que Pluton, il y en a plusieurs centaines. Et on en connaît déjà plusieurs dizaines d'autres. Donc, ça allait poser un petit problème dans les manuels scolaires. Et puis, d'une manière générale, dans une classification, c'est bien quand les choses sont bien ordonnées. Et quand on ne mélange pas tout. Et donc, il y a des planètes majeures et il y a des planètes mineures. Et donc, dans ces planètes mineures extérieures, il y a Pluton, il y a Quaoar et plein d'autres qui sont intéressantes. Et puis, il y a des planètes mineures ici, dans ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Alors, cette ceinture d'astéroïdes, là, vous ne la voyez pas. Il faut que je vous la montre. Non,
pas comme ça. Comme ça. Voilà. Et donc, si je vous montre les astéroïdes, voilà, vous allez voir qu'il y a du monde dans notre système solaire. Donc là, on est sur ce qu'on appelle réellement la ceinture d'astéroïdes, donc qui est dans le centre du système solaire. Donc vous avez Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis, entre Mars et Jupiter, eh bien, il n'y a pas de planète. En échange, il y a des milliers d'objets. Et donc, ce sont tous ces points blancs, là, toutes ces orbites blanches, qui tournent autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Donc Jupiter est là, avec son cortège de satellites. Et puis il y a un autre phénomène intéressant. Donc vous avez cette espèce d'énorme anneau blanc, là c'est tout un tas d'astéroïdes qui tournent dans la ceinture. Et puis vous avez deux petits nuages d'astéroïdes, ici et ici, qui sont en avance sur l'orbite de Jupiter et en arrière de Jupiter sur son orbite. Ce qu'on appelle les Troyens et les Athéniens. Alors ce phénomène-là, il est intéressant, puisque comment ça se fait qu'il y a des objets voilà, qui suivent et qui précèdent Jupiter sur son orbite? C'est dû à un phénomène qui s'appelle les points de Lagrange. Donc les points de Lagrange, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'il peut y avoir, notamment quand il y a un objet massif en orbite autour d'une étoile, donc une planète notamment, eh bien, il y a plusieurs points d'équilibre gravitationnel entre la planète et son étoile. Et donc, c'est quoi ces points? Eh bien, c'est des points qui vont tourner à la même vitesse que la planète, mais pas au même endroit. Et donc, assez classiquement, donc, il y en a bien deux de ces points qui sont un en avant de l'orbite sur l'orbite de la planète, en avant de la planète. Donc, par ici, en fait, il y a un point de Lagrange, donc c'est L2, il me semble. Ici, il y a un autre point de Lagrange qui est L3, pareil, donc qui est un point d'équilibre gravitationnel qui est en arrière de Jupiter. Et puis ensuite, il y en a des moins puissants, entre guillemets, moins stables. Et donc, il y en a un qui est entre la planète et le Soleil. Et il y en a un qui est plus éloigné du Soleil que la planète. Et donc, tous ces points de Lagrange vont tourner à la même vitesse que la planète, autour du Soleil. Et il y en a un qui est en face, de l'autre côté, à l'exact opposé de la planète par rapport au Soleil. Et donc d'ailleurs, celui-là est relativement stable. En tout cas, il a permis d'agréger quelques petits astéroïdes. On voit qui dépassent vraiment de la ceinture classique d'astéroïdes. Alors peut-être que là, j'en ai perdu pas mal avec les points de Lagrange. Hein. J'admets que c'est pas hyper évident. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, Franck et Caroline, à m'arrêter. Et là, il y a une autre ceinture d'astéroïdes. Oui, vas-y, Franck. De David Fléché. C'est quoi un astéroïde par rapport à une planète? Alors, c'est un peu ce que je vous ai montré avec Phobos et Deimos, qui sont des astéroïdes qui sont en orbite autour d'une planète et donc qui sont aussi les satellites de Mars. Mais un astéroïde, c'est un objet qui n'a pas atteint une taille suffisante pour être sphérique, qui n'a pas atteint une masse suffisante pour avoir fait le ménage sur son orbite, en fait, qui n'a pas les caractéristiques d'une planète. Donc, tous les objets qui sont plus petits que des planètes et plus petits que les plus gros satellites des planètes, donc qui n'ont pas atteint cette taille et cette masse critique permettant d'être sphériques, et qui du coup n'ont pas non plus la masse suffisante pour avoir fait le ménage, c'est-à-dire dominer leur orbite. Si on regarde par exemple sur Mercure, Vénus, la Terre et Mars, il y a des objets, il y a des astéroïdes qui croisent autour d'elles, mais relativement peu. On dit qu'elles ont fait le ménage sur leur orbite. Bon, pour Jupiter, elle a fait plus que le ménage, c'est-à-dire qu'elle a aggloméré des copines et des copains astéroïdes par la puissance de son champ de gravité, même à des endroits où elle n'est pas, donc autour de ces points de Lagrange. Mais si on regarde Saturne, voilà, autour de Saturne, il y a très peu d'astéroïdes qui circulent. Et pareil, autour d'Uranus et Neptune, on voit que... Alors Neptune, c'est moins flagrant parce qu'il y a beaucoup d'objets dans ce coin-là, qu'on appelle les transneptuniens, mais quand même, voilà, elles ont assez peu d'objets qui gravitent sur leur orbite.
Et donc, c'est des objets un peu patatoïdes, comme je vous ai montré tout à l'heure pour Phobos et Deimos, qui étaient voilà, des objets de forme irrégulière qui sont de la poussière et des roches et du gaz éventuellement. Et ça, principalement de la poussière et des roches issues de la formation du système solaire, en fait, qui, voilà, qui dans le cas donc, de la ceinture d'astéroïdes ici, aurait pu former une planète. Et donc, il y a une question, c'est pourquoi, avec autant d'astéroïdes, il ne s'est pas formé une planète? Pourquoi tous ces cailloux ne se sont pas agglomérés pour former une jolie petite planète comme Mars ou comme la Terre? Et donc, l'hypothèse actuelle, qui est assez bien fondée maintenant, c'est de dire que Jupiter, par sa gravité et notamment ses effets de marée, ont empêché la formation d'une planète au niveau de la ceinture d'astéroïdes. Et que si Jupiter avait été plus éloigné, ou n'avait simplement pas été là, eh bien, il y aurait peut-être eu une planète supplémentaire qui se serait formée au-delà de Mars. Voilà. Et on voit, parce que j'imagine qu'en termes de temps, si on s'arrête à 23h30 comme le proposait Caroline, on approche, il reste un petit quart d'heure. Je vais essayer de vous montrer encore quelques petites choses et puis de sortir du système solaire quand même, puisqu'il y a aussi des tas d'autres choses en dehors. Et donc, il y a une ceinture, donc il y a la ceinture d'astéroïdes qui est au milieu, là, en tout petit maintenant. Et puis autour, il y a une beaucoup plus grande ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et donc là aussi, on a un grand nombre d'objets qui tournent autour du Soleil. D'ailleurs, je peux accélérer le temps pour vous montrer qu'ils sont tous bien en rotation autour du Soleil sur des orbites différentes, mais il y a des milliers et des milliers d'astéroïdes en orbite autour du Soleil. Et si on se rapproche, on voit les Troyens et les Athéniens. Voilà, c'est un peu rapide. Voilà, il y a les Troyens et les Athéniens donc, qui suivent et qui précèdent Jupiter. Et puis, on a tous les astéroïdes de la ceinture. Et puis, on a ceux qu'on appelle les géocroiseurs, donc tous les astéroïdes qui peuvent croiser l'orbite de la Terre et dont les plus célèbres ont pu entraîner, par exemple, la disparition des dinosaures ou plus récemment l'accident de Tcheliabinsk où on a un gros caillou qui est tombé au-dessus d'une ville russe et où ça a fait éclater les vitres sur plusieurs dizaines de kilomètres et donc des centaines de blessés, justement, notamment par les vitres brisées. L'objet lui-même n'a pas fait de dégâts parce qu'il a explosé en altitude. Donc, c'est l'onde de choc qui a fait des blessés en cassant des vitres. Et donc, c'était très spectaculaire puisque tous les Russes ont des caméras dans leur voiture pour une raison d'assurance. Et donc, on a eu des centaines de films de voitures qui montraient l'explosion, qui était extrêmement impressionnante. Et donc, voilà, ça peut arriver. Il y a des cailloux qui rentrent tous les jours dans l'atmosphère. Donc, quand ils font moins de 1 km, c'est pas trop grave. Au-delà de la centaine de mètres, il peut se passer des trucs un peu gênants pour l'humanité. Et on n'est pas à l'abri. Voilà. Et il y a encore autre chose, un peu plus loin, avant de quitter le système solaire. C'est triste, je ne vous aurais pas montré les géantes gazeuses, mais il faudra recommencer l'année prochaine. Eh bien, on a encore d'autres objets dont on connaît de nom, que sont les comètes. Alors, je vais enlever les astéroïdes parce que quand je mets les astéroïdes et les comètes, ça fait beaucoup pour l'ordinateur. Et on va remettre la date d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, les comètes, elles sont au-delà, mais largement au-delà donc, de la ceinture de Kuiper. Et donc, les comètes, c'est le résidu de la formation du système solaire. Donc, c'est les poussières et les objets qui sont restés le plus éloignés du Soleil au moment de la formation du système solaire. Et ces comètes, donc, elles sont notamment issues de quelque chose qu'on appelle le nuage de Oort, donc qui n'est pas représenté ici directement, donc qui est en fait la bulle extérieure du système solaire où un grand nombre d'objets se situent, et parfois certains de ces objets peuvent être déstabilisés, c'est-à-dire soit ils rentrent en collision les uns avec les autres, et il y en a un des deux qui va se diriger vers l'intérieur du système solaire, ou alors ils sont éjectés plus loin du Soleil et ils vont avoir des orbites qui vont devenir particulières. Et donc, issus de ce nuage de Oort, eh bien, vont naître des comètes qui vont se rapprocher du Soleil à l'extrême, jusqu'à passer très très près du Soleil.
Et ces objets étant composés principalement de glace et de poussière, eh bien, en se rapprochant du Soleil et en s'échauffant, il va se former une énorme queue de poussière. Et donc, il y en a eu une très belle l'été dernier qui a pu être observée à la tombée du soir en juillet. Et donc, voilà, vous avez certainement pu observer, si vous avez eu de la chance, ce phénomène. Et donc, les comètes, elles vont passer près du Soleil, puis ensuite, elles vont s'éloigner de nouveau jusqu'à une très, très grande distance pour certaines d'entre elles du Soleil, avant de revenir ensuite de manière périodique. Donc, par exemple, celle qu'on a vue cet été, elle revient dans plus de 6600 ans. Donc, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Pour les comètes qu'on connaît, c'est beaucoup. Il y en a certaines qui sont plus régulières, qui vont moins loin et qui reviennent plus vite. Donc, on pense notamment à la comète de Halley qui revient tous les 86 ans. Donc, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, on a aussi des comètes qui reviennent sur des cycles de plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, voilà, on a toute une diversité dans ces comètes. Et donc, c'est elles qui donnent vraiment la limite extérieure du système solaire. Donc, si j'accélère le temps, vous allez voir, il y en a qui vont extrêmement loin avant de revenir vers le centre du système. Là, on voit à l'intérieur, il y en a qui reviennent, après être allés très loin, qui reviennent vers le centre du système solaire. Et d'autres qui ne reviennent pas du tout, voire jamais. Voilà pour ça. Alors, je ne vais quand même pas résister à vous montrer Saturne en 2 secondes avant de sortir du système solaire, parce qu'il nous reste 10 petites minutes. Je peux prendre une question là au passage, hein, s'il y en a une en suspens. Hop là. À moins que j'ai été coupé. Non, pas du tout, on t'écoute Aurélien. Alors, allons voir Saturne. Voilà, on va enlever les orbites pour que ce soit plus joli. Ah oui, c'est ça. Il y a un problème avec il y a un petit bug de logiciel. On va faire un test. On va juste revenir à l'écran d'accueil. Alors, il me semble que Sonia a levé la main. Du coup, je vais lui donner la parole. Ok. Sonia, si tu nous entends, il faut que tu allumes ton micro. Bon, c'est peut-être une erreur. On n'entend pas Sonia. Autant pour moi. Pas de souci. Alors, il y a un petit... Est-ce qu'à l'extérieur du système solaire, tu pourras nous montrer les nouvelles planètes Alors, on peut aller voir des planètes extrasolaires si tu veux, Franck, effectivement. Là, il y avait un petit bug, donc je voulais vous montrer Saturne, mais en fait, on ne voit pas la surface de la planète. Et il faudrait que je redémarre le logiciel. Ça peut prendre 1 ou 2 minutes. Alors, je le ferai peut-être à la fin, si on prend un petit temps de questions ou d'échanges, juste pour vous montrer Saturne. En attendant, je peux effectivement vous montrer à quoi ressemble l'extérieur de notre système solaire. Et donc, notamment, depuis tout à l'heure, vous avez vu passer cette espèce de nuage étrange que vous avez peut-être déjà vu par de belles nuits d'été ou d'hiver sous un ciel extrêmement transparent, loin des villes. Et donc, j'ai nommé la Voie lactée. Et donc, la Voie lactée, c'est notre galaxie vue de l'intérieur, puisqu'on est dedans. Et donc, toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel, actuellement, là, dans le logiciel, mais c'est vrai quand vous êtes sous un vrai ciel, eh bien, sont toutes des étoiles qui font partie de la Voie lactée, de notre galaxie. Et donc ça, on peut aller le voir tout bêtement. Donc, je vais accélérer, puis on va passer à côté du Soleil, et puis ensuite, on va partir à travers la galaxie. Voilà. Donc, tout est vrai, sauf que je vais plus vite que la vitesse de la lumière. Je vais même beaucoup plus vite. Là, je vais à 10 unités astronomiques par seconde, donc c'est 10 fois la distance Terre-Soleil par seconde. Et puis ensuite, je vais aller vitesse de la lumière, en fait. Là, je vais déjà plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc là, je vais même à 0,1 année-lumière par seconde. Alors, c'est pas rapide. Vous voyez, on ne voit pas les étoiles bouger encore.
Alors, là, on commence à voir les étoiles bouger. Je vais à 0,6 années-lumière par seconde. Alors, une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. C'est 10 000 milliards de kilomètres. Alors, 10 000 milliards de kilomètres, c'est beaucoup, tellement que ce n'est pas possible de se le représenter par un esprit humain, en fait, si ce n'est de dire que c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Et c'est tellement colossal que notre cerveau n'est pas capable réellement de le concevoir. Vous voyez, donc là, je vais à 1,6 années-lumière par seconde, hein, ce qui est strictement impossible et qui le sera tel que, enfin, en tout cas, dans l'état des connaissances de la physique actuelle, c'est absolument impossible. Rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc là, on est en expérience de pensée, on fait quelque chose qui sera de toute façon impossible. Voilà. On peut voyager à travers la galaxie en quelques minutes. Et donc, la position de toutes les étoiles que vous voyez ici, elle est réelle. Hein. C'est la position réelle des étoiles qu'on connaît autour de chez nous. Et donc, le logiciel, pour toutes les étoiles que l'on connaît, il donne la véritable position dans l'espace, et ce qui nous permet effectivement, éventuellement, d'aller voir des planètes extrasolaires, pour faire plaisir à Franck notamment, et aux transhumanistes, même si on ne pourra jamais réellement les atteindre. Et en fait, au-delà de l'horizon de ce que connaît le logiciel, ce qu'on va finir par atteindre, hein, à force d'aller en ligne droite vers le centre de la galaxie, il y a un moment, on va aller au-delà de ce qui a été observé par des scientifiques et donc mesuré et donc correct scientifiquement dans le logiciel, mais le logiciel génère de manière cohérente des choses qui ressemblent. Donc, on peut traverser la galaxie, littéralement, et voir ce que ça donne. Donc, tout ce que vous voyez là, tous les petits points, ce sont des étoiles. On va passer à côté d'une nébuleuse, dedans même. Une nébuleuse, c'est quoi? C'est le terme générique qu'on donne en astronomie pour tous les nuages diffus colorés qu'on voit dans le ciel. Donc, ça s'applique un peu à tous les nébuleuses, sauf aux planètes. Donc là, c'est un nuage de gaz, et on va le traverser, et à l'intérieur, il y a des chances qu'il y ait des étoiles. Voilà. Donc, si je m'arrête un petit peu, que je regarde autour de moi, ce nuage est tout rose, éclairé par les étoiles qui sont nées à l'intérieur. Hop. Là, ça va donner le tournis à force. On va continuer à traverser le nuage, puis on va poursuivre notre périple. Oups! C'est ma souris qui me fait des blagues. Alors, où est la Voie lactée? J'ai tout perdu là. C'est mon logiciel qui me fait des blagues. C'est possible. Hein. Je crois que le logiciel a perdu la Voie lactée là. On n'a plus que la nébuleuse. Ah si, elle est là. Pourtant j'ai l'habitude, hein, mais j'arrive à me perdre dans mon propre logiciel. Alors, on peut augmenter la luminosité. Donc là, on se rapproche en fait de nuages de gaz sombres qui du coup bouchent la lumière des étoiles qui sont derrière. Donc si on se met au milieu d'un de ces nuages de gaz, en fait, on voit beaucoup moins d'étoiles que d'habitude. Mais on peut continuer. Alors là, on a une jolie nébuleuse. Là. Il y a différents types de nuages de gaz, de nébuleuses. Donc là, on voit notamment une nébuleuse qui a un énorme nuage de gaz et qui a dû s'agglomérer pour former des étoiles. Les étoiles sont au centre ici. Et une fois que les étoiles sont nées, eh bien, elles vont émettre du rayonnement et donc elles vont dissiper en fait le nuage de gaz qui leur a donné naissance. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle un amas ouvert. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe d'étoiles, une dizaine jusqu'à une centaine, qui est né du même nuage de gaz et qui progressivement ensuite va souffler son nuage et puis va s'éloigner. Elles vont s'éloigner les unes des autres et elles vont chacune vivre leur vie tranquille toutes seules dans la galaxie. Ou alors, s'il y en a certaines qui sont très très proches les unes des autres, elles vont rester en couple, voire en trouble ou en quatuor tout au long de leur vie. Donc ça dépend de leur proximité et éventuellement de leur masse, de leur distance et de l'attraction qu'elles vont pouvoir entraîner les unes sur les autres.
Voilà. Alors, voilà un nuage de gaz sombre, pareil, pour voir. Et puis une autre nébuleuse. Alors maintenant, on va sortir de la galaxie puisqu'il me reste plus très très longtemps il me reste 2 minutes. C'est terrible. Si vous êtes curieux, vous serez obligé de venir me voir en Bretagne ou d'attendre l'année prochaine, la prochaine UE, ou d'inviter le planétarium itinérant que je développe et qui peut effectivement venir à différents endroits en France et ailleurs. Avec grand plaisir. Alors, là, on est sorti de la galaxie. Vous voyez, autour, il n'y a plus d'étoiles qui défilent. Et donc, je vais me retourner maintenant pour voir notre galaxie vue de l'extérieur. Voilà. Et donc, on imagine, puisqu'on ne peut pas la voir de l'extérieur, mais avec les mesures qu'on fait et en comparant avec d'autres galaxies, eh bien, c'est la représentation qu'on a de notre galaxie. Donc, il y a une galaxie spirale avec des bras spiraux. Et on pense une barre centrale. Ici, on ne la voit pas très bien, mais donc il y aurait en fait une barre au milieu. Il y a un bulbe, donc si je me mets sur le bord, voilà. Donc la galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre et à peine 1000 à 1500 années-lumière d'épaisseur. Donc c'est un disque très très fin en fait. Et donc voilà, au niveau du bulbe, elle est un peu plus large, mais ce n'est pas énorme. Et au centre de cette galaxie, il y a un trou noir supermassif, ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Donc, au centre de la plupart des galaxies, il y a des trous noirs gigantesques. Alors, on pourrait aller le voir, mais pareil, si j'y vais, ça va générer des questions et on en a pour une demi-heure. Mais on peut s'amuser à aller voir ce qui se passe autour du trou noir central de la galaxie, enfin de celle-ci, de la nôtre, mais aussi d'autres galaxies. Mais je vais plutôt vous montrer le reste, en fait. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de notre galaxie? Donc déjà, là, il y a les nuages de Magellan, donc, vous pouvez voir quand vous allez à l'équateur ou dans l'hémisphère sud. Donc c'est des galaxies satellites de la nôtre. C'est-à-dire que les galaxies, au cours de leur histoire, elles fusionnent les unes avec les autres dans des épisodes un peu tumultueux. Et puis, souvent, lors de ces fusions, eh bien, il reste en orbite le centre de la galaxie qui a été absorbé. Et donc, autour de la nôtre, donc, il y a les 2 plus grandes galaxies satellites de la Voie lactée, c'est les nuages de Magellan. Mais en fait, il y en a plus d'une dizaine qui orbitent autour de la Voie lactée. Et puis, ensuite, alors, je ne sais pas si je vais la trouver du premier coup, mais donc l'objet le plus lointain visible à l'œil nu depuis la Terre, et en plus à l'œil nu, parce que c'est pas très lumineux, mais ça fait 5 fois le diamètre de la pleine Lune, donc c'est relativement visible. C'est la galaxie d'Andromède. Donc c'est la galaxie qui est juste notre voisine. Donc si Andromeda, voilà. Donc si je lui demande de la regarder, de la rejoindre. Je profite pendant que tu paramètres. Oui. Une dernière question. De quoi sont composées les nébuleuses généralement et pourquoi? Alors déjà, oui, je vous disais nébuleuse, c'est le terme générique. Dans nébuleuse, en fait, on met les galaxies, mais qui en fait sont de nature un peu différente des nébuleuses qu'on a vues dans notre galaxie, donc qui sont principalement des nuages de gaz. Juste pour vous donner la typologie, donc il y a ce qu'on appelle les nébuleuses en émission ou en absorption. Donc on voyait les nuages de gaz sombres, c'est plus des nébuleuses d'absorption du coup. Nébuleuses en émission, c'est-à-dire qu'elles sont chauffées, elles émettent elles-mêmes de la lumière. On a des nébuleuses en réflexion, donc elles réfléchissent la lumière des étoiles. Voilà, donc ça c'est les nuages de gaz et la typologie qu'on leur donne dans notre galaxie et dans les autres galaxies. Puis après, il y a les galaxies elles-mêmes. Donc on appelait nébuleuses parce qu'avant d'avoir des gros télescopes et des beaux appareils photo, eh bien, on avait du mal à distinguer les nébuleuses nuages de gaz dans notre galaxie des autres galaxies. C'était difficile de faire la différence. Donc on l'a faite au cours du XXe siècle, mais en attendant, on appelait un peu tout ça nébuleuse sans trop savoir ce que c'était. Et de quoi c'est composé? Eh bien, d'énormément de choses. Donc, les composés les plus présents dans l'univers, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Donc 99% d'hydrogène et un peu d'hélium. Et ensuite, les étoiles fabriquent tous les autres composés. Donc, dans les étoiles, tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène est fabriqué dans les étoiles. Les étoiles
leur composant de base, c'est de l'hydrogène, et elles fabriquent l'hélium, le carbone, l'oxygène, voilà, tout ce qu'il y a au-dessus. Tout le tableau des éléments, quasiment, est fabriqué dans les étoiles. Alors, les petites étoiles comme le Soleil s'arrêtent au carbone ou à l'oxygène, donc quand même pas très lourd. Et puis, les grosses étoiles, ensuite, elles vont aller jusqu'au fer. Quand elles vont au fer, elles commencent à fusionner du fer, et bien, c'est la fin de leur vie, puisque le fer consomme plus d'énergie à fusionner qu'il n'en donne lors de la fusion. Donc là, il va créer un effondrement colossal de l'étoile, et ça va donner une supernova. Donc, il y a une explosion gigantesque, en fait, où l'étoile va s'effondrer sur elle-même. Tous les composants vont s'agglomérer et rebondir sur le cœur de l'étoile et se disperser dans l'espace. Et au moment de cette explosion, tous les composés plus lourds que le fer sont générés. Je vous le fais en très bref, hein, je suis désolé, c'est peut-être un peu rapide ou un peu intense. Donc ça, c'est Andromède, donc, qui est la galaxie la plus proche de chez nous, avec pas mal de petites galaxies satellites, hein, on le voit. Et alors, je ne vais pas trop m'étendre sous la question, mais voilà, avec une paire de jumelles sous un bon ciel, vous voyez Andromède sans aucun souci. Et d'ailleurs, au passage, le meilleur instrument d'astronomie, c'est vos yeux, un bon ciel et une paire de jumelles. Voilà. Si vous voulez éviter d'acheter des télescopes très chers à vos enfants et qui ne sauront pas s'en servir, achetez une paire de jumelles, une carte du ciel et vous ferez des heureux. Et donc, pour terminer, puisque c'est la fin, on va traverser Andromède. Hop. Voilà. Et donc, tout ce que vous voyez là, ce ne sont plus des étoiles, mais ce sont des galaxies. Donc, on estime que dans notre galaxie, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles. Donc, pareil, 100 milliards, c'est un chiffre qui est relativement inconcevable. C'est plus que le nombre de grains de sable sur une plage. Voilà. Donc, juste un cerveau humain n'est pas capable de le concevoir non plus. Et ensuite, en dehors de notre galaxie et d'Andromède, celle qu'on a vue juste avant, eh bien, on estime qu'il y a, dans l'univers qu'on observe, plus de 100 milliards de galaxies. Donc 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, 100 milliards de galaxies dans l'univers observable. Voilà, ça donne relativement le tournis, sachant qu'on n'est même pas sorti de notre petit système solaire, qui est un tout petit morceau d'une galaxie dans un petit coin. Donc là, tout ce que vous voyez là, ce sont des galaxies. Alors, si j'accélère, c'est pour vous montrer un phénomène particulier. Peut-être en dézoomant, ce sera plus flagrant. On va ralentir un peu. En fait, ce que je voulais vous montrer pour conclure, c'est qu'il y a en fait des zones pleines et des zones vides. C'est-à-dire que la gravité a tendance à réunir la matière. Donc, elle a réuni la matière sous forme d'étoiles, sous forme de galaxies. Et puis, ces galaxies elles-mêmes, elles ont tendance à se réunir donc sous forme de filaments. Donc, la structure de l'univers, c'est un peu une structure en éponge ou en filament, en toile d'araignée. Et donc, vous avez des zones très, très vides, puisque voilà, il n'y a pas de galaxies dedans, il n'y a rien. Là, on traverse une zone vide, par exemple. Et puis, vous avez des zones extrêmement pleines, qui sont des filaments de matière de galaxies, où il y a des milliers de galaxies. Donc là, j'essaye de rester dans un filament, et vous voyez, il y a des galaxies partout. Par contre, si je vais à côté, hop, je suis dans une bulle de vide. Et là, il n'y a rien. Et puis, de nouveau, je rentre dans un filament, et il y a des milliers de choses. Des centaines de milliers de galaxies. Voilà. Ça, c'était pour vous donner une idée de la structure de l'univers, telle qu'on la connaît, hein, telle qu'on l'observe. Et puis, maintenant, pour conclure, j'aime bien dire qu'on ne connaît pas la forme de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a l'univers qu'on observe, mais la lumière ne va pas forcément en ligne droite. Puisque Einstein a prouvé que l'espace et le temps étaient liés et que la masse déformait l'espace, la forme de l'espace. Et donc, eh bien, la lumière, elle ne voyage pas en ligne droite, elle est déviée par les nœuds de matière. Et donc, rien ne me certifie que la galaxie que je vois ici à 100 000 années-lumière, ce ne soit pas la même que celle que je vois ici à 20 000 années-lumière de distance. Parce que, ça se trouve, la lumière de celle-ci a suivi un chemin très, très tortueux à travers l'univers
Et la lumière semble aussi venir de ce coin-là, mais beaucoup plus près. Et j'ai aucun moyen de le savoir, parce que entre donc 20 000 années-lumière, 20 millions d'années-lumière en fait, donc entre il y a 20 millions d'années, puisque si un objet est à 20 millions d'années-lumière, eh bien la lumière qu'il a émise a mis 20 millions d'années pour me parvenir. Donc c'est aussi une machine à voyager dans le temps. Donc si je reçois de la lumière de cette galaxie, et donc dont la lumière a 20 millions d'années d'âge, j'ai aucun moyen de savoir que c'est la même galaxie que celle qui est là-bas et qui a 100 millions d'années d'âge. Parce qu'entre 20 millions d'années et 100 millions d'années, ça se trouve, elle a fusionné avec 3 autres galaxies. Et donc sa composition a changé, donc sa lumière a changé, donc j'ai aucun moyen de savoir que c'est la même. Et donc là, on est bien embêté parce qu'en fait, on voit un univers qui est assez grand, assez âgé, donc plus de 15 milliards d'années, assez grand, donc on n'en voit pas la fin en fait. On a juste un horizon des événements qui est le plus loin qu'on puisse observer, c'est l'âge de l'univers, donc 15 milliards d'années-lumière. Mais on suppose que l'univers est beaucoup plus grand, au moins 70 milliards d'années-lumière de taille, mais on n'a aucune idée de sa forme. Et donc, ça se trouve, l'univers est sphérique, un peu comme les planètes et autres, et que si vous allez en ligne droite suffisamment longtemps, vous revenez au même point. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, il y a des théories et des méthodes de recherche pour essayer de connaître cette forme et cette topologie à grande échelle de l'univers. Et voilà, c'est une des manières de vous dire qu'on est loin, très très loin de connaître l'ensemble de notre univers et que voilà, c'est un plaisir d'avoir pu l'explorer et de vous le montrer de cette manière-là pendant 1 heure, 1 heure et demie, et qu'on pourrait en dire beaucoup plus et qu'on peut en discuter très longtemps et que le sujet est relativement infini. Voilà, merci beaucoup.